Alors soyez les bienvenus à cette 3e rencontre, du Ménopause Club. Aujourd'hui, on va parler d'alimentation et de comment finalement, prévenir, la prise de poids à cette période que les femmes traversent, la ménopause et la périménopause. Et pour ça, j'ai l'honneur de recevoir Géraldine, que je vous présenterai, un petit peu après. Avant de commencer, en quelques mots, le Ménopause Club, c'est un club qui rassemble les femmes et les professionnels de la santé autour de la ménopause, qui est né d'un partenariat entre l'hôpital Foch et la plateforme Barnabé, dans le cadre d'un projet qui est financé par l'Agence régionale de santé de la région Île-de-France. Nos missions au Ménopause Club, elle est de 3 ordres. Le premier, c'est d'informer aussi bien les femmes que les professionnels de santé sur la ménopause, les symptômes et ses traitements, de vous accompagner, de vous aider à préparer et traverser cette période de vie, puisque voilà, c'est une période de vie par laquelle finalement toutes les femmes pour laquelle les femmes sont toutes impactées, et puis de vous orienter en vous aidant à vous mettre en relation avec des professionnels et à vous offrir une meilleure prise en charge dans un parcours de santé qui soit vraiment adapté à vos besoins à partir de 45 ans. Donc notre parcours est entièrement gratuit. On a commencé à vous proposer des événements chaque mois pour que vous puissiez poser des questions à des professionnels de la santé experts de la ménopause. On en a déjà organisé 2. La première portait sur les traitements hormonaux et la deuxième sur la sexualité et la libido. On vous propose aussi des articles pour vous informer, une newsletter pour ne rien louper et puis bientôt, d'autres formes d'accompagnement à venir, dès la rentrée. Voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, directement depuis le site. Tout de suite, sans plus attendre, je vais vous présenter, notre invitée, de ce soir, Géraldine Galland. Bienvenue Géraldine, merci d'être avec nous. Merci beaucoup de me recevoir, de me donner l'occasion de de partager, tout un tas d'informations qui, j'espère, seront utiles à toutes. Super. Hem, Alors toi, tu es nutritionniste et docteur, en pharmacie et tu es engagée, dans les accompagnements que tu proposes notamment, aux femmes, dans le fait de les accompagner tout au long de leur vie, quelle que soit la période et notamment au moment de la ménopause et de la périménopause. Justement, ce soir, on a envie de parler, du sujet qui est au cœur, de cette rencontre et au cœur de nos vies, qui est l'alimentation et qui en fait, ben, va pouvoir, jouer un rôle fondamental, dans la gestion en fait, des symptômes de la ménopause, mais aussi plus globalement en fait dans l'évolution de notre métabolisme en tant que femme à partir de 45-50 ans. Et puis, plus globalement, on va aussi pouvoir parler un petit peu du rôle de l'alimentation, sur notre bonne santé et notre pleine forme tout au long de la vie. Du coup, ce que je voulais, te demander, pour commencer finalement, en fait, c'est quels sont ces symptômes justement, de la ménopause sur laquelle, l'alimentation peut jouer un rôle clé? alors, l'alimentation, joue un rôle. Alors, je dirais l'alimentation et le mode de vie, au sens large, au sens plus large que l'alimentation, puisque j'ai vraiment une approche, qui est holistique et qui prend en compte, l'ensemble des éléments, des piliers, du mode de vie. Donc l'alimentation en fait partie, c'est mon expertise, mais il faut absolument pas mettre de côté, l'importance de, l'activité physique, de la gestion positive des émotions et aussi, de la qualité du sommeil. Donc on va voir que, parmi ces symptômes de la ménopause, il y en a qui vont effectivement perturber le sommeil. Donc avec l'alimentation et le mode de vie, donc au sens plus global, on va avoir, des leviers, tout à fait notables, pour aider, à lisser, des symptômes comme, la prise de poids, les bouffées de chaleur, la fatigue, qui peut être, inhérente, aux changements hormonaux, et aux troubles du sommeil qui peuvent être, eux-mêmes, influencés, par, notamment les bouffées de chaleur avec des sueurs nocturnes, mais pas que. Il y a également, assez souvent, chez les femmes, en début de ménopause, voire même en préménopause, il peut commencer à y avoir des troubles de l'humeur, des troubles urogénitaux aussi, à type de vaginose, d'incontinence urinaire et cetera. Des douleurs au niveau des seins, hein, on appelle ça des mastoses, des tensions dans les seins qui sont liées aux déséquilibres hormonaux, qui ont
qui ont lieu à ce moment de la vie. Et puis également, on a des leviers de prévention tout à fait intéressants dans tout un tas de pathologies qui peuvent arriver donc un peu plus tard dans la vie, ou pas d'ailleurs, parce que pour ce qui est des cancers hormonodépendants, par exemple, notamment le cancer du sein, c'est des cancers qui peuvent arriver chez des femmes qui ne sont pas si âgées, voire même des femmes plus jeunes dans certains cas particuliers. Là, on se focalise donc à la prévention dans le cadre de la ménopause pour avancer dans l'âge en bonne santé. Et donc, en termes de pathologie, on va pouvoir agir sur la prévention de l'ostéoporose, la prévention de ces cancers hormonodépendants, la prévention aussi des maladies cardiovasculaires. Voilà, ce sont tout un tas une myriade de problématiques et de symptômes qu'on peut rencontrer donc à ce moment de la vie. Et donc voilà, on va essayer de balayer tout ça ce soir en une petite heure et demie. Ouais. Je te disais Manon par écrit il y a quelques jours que je pense que ça mériterait une journée entière, voire même plus. Mais voilà, on va essayer d'être concis, pratique, de vous donner des éléments qui vous permettront de tirer des clés et peut-être d'appliquer des choses du coup dans votre quotidien. En tout cas, c'est l'objectif, je crois. Et si je peux juste rajouter une petite chose d'ores et déjà, et je sais qu'on y reviendra à la fin, c'est que je dis souvent qu'il n'y a pas une ménopause, mais des ménopauses. Et en fait, chaque femme vit une ménopause tout à fait singulière. On parle de plus en plus de la problématique de la ménopause et la naissance de Ménopause Club, la naissance récente de Ménopause Club est un extrêmement bon signe dans ce contexte. Mais voilà, je vais essayer de vous donner des clés un petit peu générales, tout en sachant que par rapport à ce que je viens de vous dire, vous vous doutez que il va y avoir beaucoup de choses qui vont nécessiter d'être vraiment personnalisées, et que ce soit dans les recommandations vraiment purement nutritionnelles ou dans les recommandations après aussi de prise de compléments alimentaires. Voilà, c'est tout. Ouais, tout à fait. Effectivement, ces rencontres ont vocation à répondre à un maximum de questions que vous vous posez, puisqu'en fait, on répond directement aux questions que vous avez posées au moment de votre inscription. Évidemment, elles ne peuvent pas remplacer une consultation personnalisée. Donc voilà, c'est aussi un de nos objectifs de pouvoir vous orienter facilement vers des professionnels à l'écoute et informés et formés sur ce sujet. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet, notamment sur ces symptômes sur lequel vous nous avez toutes beaucoup interrogées justement, c'est la prise de poids. Beaucoup, vous nous avez fait part d'une prise de poids un peu soudaine au moment de la ménopause et parfois de la périménopause, avec souvent une localisation au niveau du ventre, de l'abdomen. Géraldine, est-ce que c'est normal? Est-ce que on peut se dire en tant que femme que c'est un changement normal malgré apparemment a priori aussi une hygiène de vie qui soit stable, où on n'a rien spécialement changé? Alors oui, il y a plusieurs éléments qui expliquent la survenue de ces prises de poids au moment de la ménopause. Ça peut même commencer en périménopause, hein, dans les années qui précèdent. Je fais une parenthèse sur la périménopause, c'est pareil, on y reviendra à la fin. La périménopause, c'est une période qui précède la ménopause. La ménopause est définie comme un arrêt des règles pendant 1 an d'affilée. La périménopause, en fait, c'est une période où il y a des variations, on commence à ressentir des symptômes qu'on n'avait pas avant, des cycles qui se dérèglent par rapport à ce qu'on a connu le reste de notre vie. Et c'est une période qui peut durer, selon les femmes, entre 1 et 10 ans. C'est-à-dire que déjà, 10 ans avant la date de la ménopause, on peut commencer à avoir des ovaires qui se fatiguent et puis commencer à avoir des symptômes. Et la prise de poids peut commencer déjà donc, dans les années qui précèdent la ménopause du fait de ces dérèglements hormonaux. Mais elle est vraiment plus notable au moment de la ménopause et c'est important de l'anticiper pour celles qui ne sont pas encore ménopausées, qui sont parmi nous. On va pouvoir instaurer des changements de mode de vie dans les années qui précèdent la ménopause pour justement éviter de connaître cette prise de poids au moment où la ménopause s'installe. OK, donc le rôle préventif est hyper important.
Tout à fait. Il va vraiment permettre d'éviter en fait, hein, Mmh. ces prises de poids. Après, si elles sont déjà là, et ben, on a aussi des leviers pour agir là-dessus. Il y a pas de doute à ce sujet. Pour OK. répondre à ta question, donc qu'est-ce qui explique, ces prises de poids? Est-ce que c'est normal? J'aime pas trop parler de normalité, mais en tout cas, Mmh. ça c'est il y a plusieurs explications à ça. La première, c'est qu'on connaît, on sait qu'au moment de la ménopause, du fait des modifications hormonales qui ont lieu à ce moment-là, il va exister une baisse, un abaissement du métabolisme de base dans l'organisme. Le métabolisme de base, c'est l'énergie que va utiliser le corps pour fonctionner quand on est au repos. Donc on brûle des calories en fait en ne faisant rien, naturellement, juste pour faire battre notre cœur, fonctionner nos muscles respiratoires, voilà, tout un tas de fonctions vitales, fonctionner notre cerveau aussi, et nos muscles qui consomment de l'énergie même quand ils sont au repos. Et en fait, les modifications, hormonales au moment de la ménopause vont, avoir, un effet, d'abaissement, de cette consommation naturelle d'énergie quand on est au repos. Donc ça explique que, bah, oui, forcément, quand on continue de manger pareil et de bouger pareil, il peut y avoir une petite prise de poids du fait que, bah, quand on est au repos, on consomme moins d'énergie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, il y a aussi physiologiquement, du fait de la baisse d'œstrogène, au moment de la ménopause, une augmentation, de la gréline qui est l'hormone, de la faim et un abaissement de la sensibilité à la leptine, qui est une hormone qui va donner la satiété. Donc vous comprenez bien que on a une augmentation de la faim et un abaissement de la sensation de satiété. Donc on va avoir en gros un appétit qui va avoir tendance, en tout cas chez certaines femmes, et ça s'explique donc par cette baisse hormonale, à être amplifié à ce moment-là. Euh, un autre point également, qui peut entrer, dans les explications, à ce phénomène de prise de poids, est une augmentation de la fatigue, dans cette période de la vie, du fait, des bouleversements hormonaux, du fait qu'on a, naturellement aussi, du fait de la baisse d'œstrogène, on va avoir une baisse, de la synthèse naturelle de sérotonine au sein de notre organisme. La sérotonine, c'est l'hormone de l'apaisement nerveux. C'est une hormone qui va avoir un pic de sécrétion vers 17 heures dans la journée. Et en fait, la chute des oestrogènes va augmenter aussi une baisse naturelle de la sérotonine, et donc des difficultés plus grandes à s'endormir, une fatigue plus grande, une fatigue nerveuse parfois. Euh, avec cette baisse d'œstrogène qui va aussi, on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, pouvoir générer des bouffées de chaleur, des sueurs nocturnes qui vont aussi pouvoir impacter la qualité du sommeil. Donc tout ça peut expliquer voilà, la notion de fatigue. Et la fatigue va jouer aussi sur les envies de sucre, Mmh. et l'ampleur de la faim en fait dans la journée. OK, Donc donc les hormones, c'est elles qui viennent directement agir justement sur ces changements, quoi, sur ces voilà, par différents biais, j'ai encore d'autres choses à vous dire, mais en tout cas et au niveau on a de donné les ouais, principales. OK, et alors pourquoi est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi finalement ça se localise souvent au niveau du ventre? Oui, tout à fait. Alors en fait, c'est toujours expliqué par cette baisse d'œstrogène. En fait, la femme, on n'en parle pas trop, je suis pas sûre que toutes nos, auditrices, le sachent, mais il existe une synthèse de testostérone chez la femme, une synthèse naturelle qui est moins importante que chez l'homme, et qui perdure au moment de la ménopause. Donc, on sécrète à peu près toujours la même quantité de testostérone au fil de sa vie. Ça peut chuter un petit peu, disons tardivement, OK, donc mais c'est pas seulement une hormone masculine, finalement? non, c'est pas seulement une hormone masculine. Encore une fois, elle est là vraiment en quantité Mmh. moindre, hein, chez la femme. Mais cette quantité de testostérone qui est présente chez la femme, combinée à la baisse des œstrogènes, qui est typiquement l'hormone féminine, fait que, on va avoir, une modification en fait des répartitions des graisses dans l'organisme, et une tendance naturelle à prendre davantage de ventre. Chez les femmes, c'est plutôt des traits, qui sont, trouvés, sur des profils masculins, hein. Les hommes ont tendance naturellement plutôt à prendre du ventre, sauf exception. Il y a toujours des histoires de balance hormonale chez tout le monde, hein, mais grosso modo, les femmes ont plus tendance, les femmes œstrogéniques ont plus tendance à prendre des hanches, des fesses, et moins du ventre.
bien qu'il existe des femmes non ménopausées qui aient tendance aussi à prendre du ventre. Mais en tout cas, il existe à ce moment de la vie, heu, ce bouleversement hormonal qui explique donc le fait que les graisses vont se répartir plus préférentiellement au niveau du ventre par rapport, à plus tôt dans la vie. OK, très clair, intéressant. Et alors justement sur ce sujet de la prise de poids, est-ce qu'il existe, des solutions, comment en fait on peut finalement agir, avec l'alimentation pour perdre ce poids au niveau du ventre? Ou en tout cas comment, adapter, son alimentation, l'ajuster à ce métabolisme qui évolue? Alors, il va y avoir plusieurs axes, de vigilance et d'adaptation en fait, hein, dans l'alimentation. Alors bien entendu, ça dépend toujours de l'alimentation de base de la personne, mais bon, encore une fois, je vous donne des grandes lignes. La graisse abdominale, généralement, pour la cibler au niveau de la perte de poids, il va falloir, avoir une vigilance particulière sur, la consommation des glucides, donc les sucres, avoir une alimentation à index glycémique bas, sachant qu'on ne va jamais pouvoir, perdre du poids, spécifiquement de façon ciblée à un endroit. Il me semble que dans les questions, il y avait dans les questions qui avaient été posées de façon préliminaire, il y avait des personnes qui posaient ces questions: «Comment je peux faire pour perdre la graisse à cet endroit-là?» Je suis navrée, je n'ai pas de baguette magique. La perte de poids, elle va se faire, du fait d'une balance de santé, en fait, hein, avoir des aliments qui sont nutritifs, qui vont avoir une forte densité nutritionnelle, et pas d'excès calorique. Moi, je ne fonctionne pas du tout dans mon raisonnement, en termes de balance calorique, mais il y a quand même ça de façon sous-jacente, hein. On est quand même sur, l'idée d'une balance entre, les dépenses et les apports, hein, qu'on va avoir, au fil d'une journée. Pourquoi je ne pense pas qu'il soit pertinent la plupart du temps, de fonctionner sur une approche calorique? Parce qu'à calories égales, on peut avoir des repas qui sont, presque vides de nutriments et des repas qui vont être extrêmement nutritifs et nous apporter beaucoup d'énergie et beaucoup de choses extrêmement positives pour notre santé. Donc la calorie ne suffit pas à avoir un raisonnement, qui soit juste, et pertinent, dans le cadre de la santé et éventuellement donc d'un amincissement. Parenthèse refermée, OK. je reviens à mes petits glucides. Donc, disons que pour cibler, une perte de poids au niveau du ventre, on va quand même, préférentiellement, cibler les glucides, sachant que de toute façon, c'est vrai à peu près pour tout type de perte de poids, puisqu'on a eu tendance pendant de nombreuses années à diaboliser la graisse et encore aujourd'hui, il y a des gens, qui vont, assimiler à tort, la graisse alimentaire aux graisses corporelles. En fait, ce n'est pas le fait de manger du gras, en tout cas pas directement, qui va nous faire produire du gras. C'est vraiment Tu davantage tu le définirais comment justement la différence entre les 2? entre les graisses corporelles et les graisses alimentaires. Ouais, Les graisses alimentaires, ce sont, des graisses qui vont venir s'intégrer, dans nos cellules, qui vont venir participer au fonctionnement du cerveau, qui vont venir participer à la synthèse de nos hormones stéroïdes, hein, les œstrogènes, la progestérone, la testostérone, on en a parlé tout à l'heure, ça concerne un peu moins la femme, sont des hormones qui sont synthétisées à partir du cholestérol, donc à partir de graisses, alimentaires et de graisses aussi synthétisées dans notre organisme à partir de nos graisses alimentaires. d'accord. Donc ce sont des nutriments, qui sont des macronutriments qui sont, nécessaires à notre bonne santé, au bon fonctionnement de notre organisme. La graisse corporelle, c'est, une forme de stockage de l'énergie au sein de notre organisme, qui va être, produite, de façon préférentielle, quand il y a un excès de consommation de sucre. Donc voilà un OK. petit peu la nuance entre les 2. Je pense elle est du coup assez claire maintenant. Ouais, C'est clair pour toi Manon? Oui. ouais, ouais, merci. Donc au niveau de cette diabolisation de la graisse, tu disais, Oui, on a beaucoup diabolisé les graisses en les assimilant en fait, en assimilant ces graisses alimentaires aux graisses, corporelles. En réalité donc c'est le fait de consommer trop de glucides, ou mal consommer les glucides, qui va nous faire, stocker des graisses. Pour faire, je suis en train de me demander si je rentre dans une mini explication ou si je ou si j'explique pas. Je vais vous expliquer quand même. Hem
Pour faire simple, quand on mange un glucide, un sucre, un glucide et sucre, c'est synonyme, hein. Il y a différents types de glucides. Il y a les aliments qui ont un goût sucré, donc ça, c'est les sucres qu'on appelle les sucres rapides. Et puis, il y a les aliments qu'on appelle plutôt les féculents, les sucres lents, donc les pommes de terre, les céréales, les légumineuses, hein. Les légumineuses, ce sont tous les légumes secs, donc Donc les pâtes, le riz font non, partie des féculents? alors les pâtes, le riz font partie des céréales, OK. c'est des dérivés de blé. Les légumineuses, ce sont, les lentilles, les pois cassés, les haricots secs, les pois chiches, les fèves, voilà. OK. Donc les légumineuses, ce sont les sucres les plus lents qui existent, parce qu'elles sont, riches en protéines et riches en fibres, et du coup, ce sont des sucres qui sont assimilés très lentement. Alors que si vous mangez, je sais pas, un bonbon, ou un morceau de sucre, là, vous allez avoir le sucre rapide et vous allez avoir rapidement du sucre qui passe dans votre organisme. Et en fait, l'idée, c'est que quand vous avez du sucre qui arrive dans votre sang, ça va générer, la sécrétion d'insuline. L'insuline, c'est une hormone qui va venir attraper les sucres qui sont dans le sang pour les mettre en réserve. C'est là que ça commence à nous intéresser, parce que cette mise en réserve, elle se fait d'abord dans le foie. S'il y a de la place, on peut rien y faire. Il y a de la place ou il y a pas de place, on peut pas jouer là-dessus. Deuxième lieu, s'il y a pas de place dans le foie, elle va se loger dans les muscles. Pour que ça se loge dans les muscles, et donc refaire du muscle sous forme de glycogène, il faut qu'il y ait de la place dans le muscle. Je dis de la place, hein, c'est très imagé, c'est comme s'il y avait des cases Mmh. vides, en fait, qu'on remplisse avec nos réserves de sucre. Donc la case vide du foie, la case éventuellement vidée des muscles. Si on a fait travailler le muscle avant, il y a de la place dans le muscle, donc on peut manger nos sucres, ils vont être stockés dans le foie puis dans le muscle. Et s'il y a de la place ni dans le foie ni dans le muscle, troisième lieu de stockage, ça va venir faire du tissu adipeux, donc de la graisse corporelle. Donc D'accord. voilà, c'est ça le cheminement en fait du stockage des glucides. Et donc pour, donc en vue d'un amincissement, il va y avoir une vigilance à avoir sur la consommation de glucides. Donc ça ne veut pas dire ne pas en consommer. Ça veut dire, consommer, et davantage de sucre lent que de sucre rapide. Et petite précision sur les sucres lents. Les sucres lents, donc je répète, hein, ce sont, les céréales, donc le riz, le sarrasin, le quinoa, l'orge, le millet, tout ça, ce sont des céréales. Et aussi les légumineuses. Donc les légumineuses, je répète, pois chiches, pois cassés, lentilles, et cetera. Ce sont, les les féculents. J'ai perdu complètement le fil de ce que j'étais en train de dire. Je sais pas, Manon, si tu sais d'où je Non, suis non, partie. en tout cas, on faisait le point sur les glucides et du coup, ça s'était amené enfin, on Oui, voulait aller vers finalement quelle est la forme de structuration de notre alimentation, idéale, dans le cadre d'une oui. prise de poids. Alors ça y est, je sais où je voulais vous emmener. Ce que je voulais, mettre comme bémol par rapport à cette notion de sucre rapide et de sucre lent, c'est que, il est possible d'avoir ce qu'on pourrait penser être des sucres lents, c'est-à-dire des produits qui sont dérivés de blé, par exemple, ou de riz, mais qui vont être transformés en sucre rapide avant qu'on les mange, du fait de procédés industriels, par exemple. Tout ce qui est céréales soufflées, vous savez, les galettes de riz rondes, les galettes de riz soufflées qu'on voit pas mal de gens consommer quand justement ils font attention à ce qu'ils mangent, etc. Ces galettes de riz, c'est du riz qui est soufflé et ça a complètement déstructuré les sucres à l'intérieur du grain de riz et on se retrouve avec un sucre qui est transformé en sucre rapide. Mmh. Donc, quand on mange ces galettes de riz, non seulement ça n'a aucun goût, alors ça a l'avantage de croustiller, mais en plus, c'est finalement un sucre rapide qui va être assimilé comme un sucre rapide, donc il va passer très rapidement dans le sang, et provoquer des effets, de surstockage, de surstimulation de notre insuline, qui est notre hormone de stockage, et aussi, de fil en aiguille, en fait, ça va alimenter aussi un terrain inflammatoire au sein de l'organisme. Le fait d'avoir des pics de glycémie, de sucre dans le sang répétés au fil de la journée, va générer aussi de l'inflammation. Donc voilà, ça va dans le sens de la prise ou la perte de poids et Mmh. aussi de la gestion de la santé par une prévention de l'inflammation par ce biais-là. OK, super clair. Merci beaucoup pour ces précisions et alors du coup, dans le cadre d'une alimentation, peut-être si on élargit, au-delà de la prise de poids, hem,
quel serait finalement, selon toi, le bon ratio entre les glucides dans notre alimentation et puis, les fibres et puis enfin voilà, comment tu nous conseillerais de structurer nos repas tout en se disant bien sûr qu'il y a pas un programme universel pour chacune, mais Alors peut-être avant de te répondre, je voudrais rajouter, 1 ou 2 points à ce que j'ai dit juste avant. Ça va rentrer aussi dans le fait mmh de mh. structurer l'alimentation. Mais voilà, ça je dirais que les glucides, c'est vraiment le gros point de vigilance, hein, pour l'amincissement, ou prévenir la perte de po la pardon, pour prévenir la prise de poids. Et après, l'idée, ça va être vraiment, de faire aussi la part belle, aux végétaux, donc les fruits, les légumes, crus et cuits, parce qu'ils nous apportent pas la même chose quand ils sont crus et quand ils sont cuits. D'accord, Ça va être aussi, de donner une importance, juste, à la quantité de protéines qu'on va consommer dans la journée. Ça, c'est très important et en particulier au moment de la ménopause, puisque nos besoins en protéines augmentent un petit peu à ce moment-là. Donc il va falloir, voilà, consommer, je dirais ni trop ni trop peu de protéines animales et protéines végétales. Et voilà, en gros, je dirais les 3 piliers. Après, il y a l'hydratation aussi qui est importante, hein, le fait de boire 1,5 litre, 1,7 litre par jour, voire même en période d'amincissement, monter à 2 litres. En dehors de tout épisode de météo caniculaire ou de pratique de sport, etc. C'est vraiment ce qu'il faut boire, voilà, quand il n'y a rien de particulier. Donc voilà un peu les piliers. Donc je répète, les glucides, attention. Les protéines, avoir vraiment la bonne quantité de protéines. Les fruits et les légumes, leur faire vraiment une grosse place dans l'alimentation. Et puis l'hydratation. OK. Alors, Et alors si on devait préciser peut-être juste parce que tu parlais des légumes crus et des légumes cuits, finalement, est-ce oui. que tu peux nous expliquer, en quoi l'apport est différent? Oui. Alors, les légumes crus vont nous apporter énormément d'antioxydants, énormément de vitamines. Ce sont des molécules qui sont sensibles à la chaleur et qui sont détruites par la chaleur. Les légumes cuits vont nous apporter moins de ces antioxydants, de ces vitamines, de ces minéraux. Enfin, non, les minéraux sont pas détruits par la chaleur, mais en tout cas moins de ces antioxydants et de ces vitamines. Mais par contre, on va pouvoir en manger en plus grande quantité parce qu'ils sont plus digestes. Et donc, on va pouvoir avoir davantage de fibres par l'intermédiaire de la consommation de ces légumes cuits. Donc, je parle essentiellement des légumes parce que les fruits, c'est quand même mieux de les manger crus pour le coup. Mmh. Entre 1 et 3 fruits par jour, c'est la bonne portion. En période d'amincissement, on dit plutôt 1 à 2 par jour. Donc des fruits crus, des fruits entiers, hein, pas de jus de fruits, puisque le fait d'enlever les fibres du fruit, le fait de presser un fruit, en fait, on extrait uniquement l'eau, le sucre et les vitamines, hein, du fruit. Vous vous rendez bien compte que quand on boit un grand verre de jus d'orange avec 2-3 oranges dedans, on n'est pas calé que de la même façon que si on avait mangé 2-3 oranges entières avec les fibres. Et les sucres du coup de ces fruits en jus passent beaucoup plus rapidement dans le sang et de façon beaucoup plus massive que quand on a mangé les fruits entiers. Donc voilà un petit peu pour répondre à ta question sur l'histoire du cru et du cuit, hein, c'est ça la nuance. Donc c'est bien d'avoir du cru pour les apports en bons nutriments et du cuit pour les nutriments aussi, mais aussi surtout les fibres et les quantités qu'on va pouvoir manger du coup. Et petite parenthèse à ce sujet sur les modes de cuisson, parce qu'il existe quand même des modes de cuisson qui vont permettre de préserver une partie de ces nutriments qui sont sensibles à la chaleur, hein. Si on utilise des cuissons qui ne sont pas trop longues et qui sont plutôt à la vapeur douce, on va préserver beaucoup mieux les nutriments que si on utilise par exemple ce qu'on appelle la vapeur dure, c'est-à-dire l'autocuiseur, la cocotte minute, où là on a une vapeur sous pression, donc ça cuit très vite, mais par contre il ne reste plus rien des nutriments initialement présents dans nos aliments. Donc voilà, et pareil, plus la cuisson va être longue et à forte température, plus on va venir dégommer en fait les bons nutriments de nos légumes. OK, très clair. Et alors, ça répond en partie à une question qui a été posée dans le chat et qui fait écho à ce que je me demandais, mais finalement, c'est quoi le la bonne structuration, d'un repas, tout au long de même d'une journée avec plusieurs repas? Est-ce que tu as des conseils à nous Oui. partager là-dessus? Oui, oui, je vais rentrer dans des choses un peu plus précises là, parce que je vous parle de glucides, c'est un peu Ah, ça fait et de partie du protéines.
Oui, oui, bien sûr, mais fonctionnement? voilà, on va aller en précisant les choses. Je vous parle de protéines, pareil, sans vous donner de quantité, donc je vais vous dire ça de façon un peu plus précise. Donc, quand je vous parlais tout à l'heure de l'histoire de la vigilance sur les glucides, donc la consommation des sucres, il y a une information qui est absolument primordiale pour comprendre en fait comment je vais vous recommander de structurer vos repas au fil de la journée. C'est que le matin, on sort de la période de jeûne nocturne. Et ce jeûne nocturne, en fait, envoie à notre organisme des signaux qui sont un peu comme si on était en période de disette, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, il y a eu un jeûne, il y a eu une période de non-alimentation un peu plus longue que le reste de la journée, donc l'organisme est particulièrement avide de sucre, en fait, à ce moment-là. L'insuline va être sécrétée de façon particulièrement importante quand on mange du sucre le matin. Et donc, c'est des sucres qui vont être beaucoup plus pro-prise de poids et pro-inflammatoires. Donc, on va essayer, la conséquence de ce que je viens de vous dire, c'est qu'on va essayer d'avoir un petit déjeuner qui va être le moins glucidique possible. Donc, pour cette raison, puisqu'on est, voilà, on est là dans le chapitre de l'amincissement ou de la prévention de la prise de poids, on va partir idéalement sur un petit déjeuner qui va être constitué essentiellement de protéines, de fibres et de graisses. Donc dit comme ça, c'est pas super appétissant. J'allais te demander, est-ce que tu peux nous donner un exemple? Je vais vous donner un exemple. Donc le petit déjeuner, un petit déjeuner pourrait se composer, par exemple, de 1 ou 2 œufs, soit à la coque, soit mollet. Pourquoi à la coque ou mollet? Parce que l'œuf va être assimilé, la protéine du blanc de l'œuf et les graisses qui sont à l'intérieur du jaune de l'œuf vont être assimilées de façon complémentaire et de façon optimale quand le blanc de l'œuf est bien cuit, mais le jaune cru ou coulant. Donc voilà, en plus de ça, le fait de cuire l'œuf dans sa coquille fait qu'on n'ajoute pas de matière grasse à la cuisson de l'œuf. Donc ces cuissons qui sont donc mollet ou coque pour l'œuf dans sa coquille, ou alors poché, ça peut être aussi un œuf dans l'eau. Il faut bien maîtriser la cuisson de l'œuf poché parce qu'on se retrouve quand même assez souvent avec du blanc qui n'est pas forcément cuit. Donc voilà, Technique. si vous maîtrisez ça, c'est bon. Vous me direz l'œuf au plat peut convenir aussi. Simplement, on ajoute quand même des graisses. Alors, encore une fois, j'ai dit, on ne diabolise pas les graisses. Au contraire, elles sont nécessaires à notre santé. Néanmoins, ce n'est pas non plus tous les types de graisses. Et en particulier, les graisses qui ont cuit vont être beaucoup moins bien digérées et beaucoup moins vertueuses en fait pour la santé que les graisses qu'on consomme crues. Donc l'idéal, ça va être d'avoir, disons, la majorité du temps, des cuissons qui vont être avec peu ou pas de matière grasse. Et par contre, arroser ces assiettes de 1 à 2 cuillères à soupe d'huile. Alors là, je ne suis plus dans le petit déjeuner, mais pour le déjeuner et le dîner, arroser ces repas d'1 à 2 cuillères à soupe d'huile en période d'amincissement. Ça peut même être 2 à 3 en dehors des périodes d'amincissement, cuillères à soupe d'huile. Donc sur l'ensemble d'un repas qui aurait cuit dans très peu de graisse. Mais donc voilà, consommer ces graisses accrues. Ok. Donc ça, c'est pour un apport qui est presque systématique à chaque repas. Et donc pour le petit déjeuner, tu disais donc une protéine, 1 ou 2 œufs. Voilà, ça peut être 1 ou 2 œufs, ça peut être de temps en temps 1 à 2 fois par semaine une tranche de jambon. Ça peut être en source de protéines. Vraiment, les œufs sont une source de protéines extrêmement qualitative. Si je peux peut-être anticiper une question que à peu près 80% des personnes que j'accompagne me posent, c'est mais manger 2 œufs tous les matins, est-ce que ça va pas me faire exploser mon taux de cholestérol? Non. Non. Ok, bon à savoir. Non, c'est pas du tout un problème. À moins, il y a peut-être une exception chez les personnes qui sont diabétiques où c'est un petit peu particulier. Mais 1 à 2 œufs tous les matins de la semaine, ce n'est pas un problème. Le fait de consommer des œufs le matin fait qu'on envoie des signaux à notre organisme. Alors, le jaune d'œuf contient du cholestérol, hein, c'est pour ça qu'on a ça en tête. Le cholestérol, il va être en fait pour majorité synthétisé au sein de notre organisme. C'est à peu près
un tiers ou un quart du cholestérol de notre organisme qui est apporté par l'alimentation. Tout le reste est synthétisé par le corps. Et le fait d'apporter de façon alimentaire du cholestérol le matin va envoyer des signaux à l'organisme pour freiner la synthèse de cholestérol naturellement au sein de l'organisme. Donc on a plutôt un rôle, un effet quasi positif en fait de cette consommation matinale de cholestérol sur le cholestérol au global. Ok. Alors à ça, on ajoute des fibres, tu disais? Oui, alors des fibres. Alors, on va ajouter des fibres en ajoutant des oléagineux. Donc les oléagineux, ce sont les fruits à coque, tout ce qui va être amandes, noisettes, noix, les noix de Grenoble, hein, ce qu'on appelle les noix. Ça peut éventuellement être des noix de cajou si on va chercher un peu plus loin. J'ai une sensibilité aussi à la notion d'alimentation locale. Donc bon, après, chacun fait comme il veut, comme il peut par rapport à ça. Mais voilà, on va dire une bonne poignée d'oléagineux le matin. Donc, les oléagineux vont apporter des fibres, des graisses et des protéines. Donc, les 3 éléments qu'il nous faut dans notre petit déjeuner sont contenus dans ces aliments. Combo gagnant. Pardon ? C'est un combo gagnant. Voilà, combo gagnant. On va pouvoir avoir aussi des apports de protéines en ajoutant un fromage blanc, par exemple, ou alors un yaourt végétal dans notre petit déjeuner. Et puis, éventuellement, alors ça dépend si on veut perdre du poids ou pas. On est dans la perte de poids, donc disons qu'on veut en perdre. On peut ne pas mettre de fruits du tout le matin, ou alors, si c'est important, si ça rajoute le petit goût sucré qui va manquer quand même au petit déjeuner par rapport à ce à quoi on est habitué, on peut quand même ajouter un fruit, une portion de fruits coupés en morceaux. Dans ce fromage blanc, par exemple, vous pouvez faire donc, le bol de fromage blanc avec la poignée d'oléagineux à l'intérieur et puis le fruit coupé en morceaux. Ça fait quelque chose qui est potentiellement assez conséquent et puis agréable, avec une tendance quand même vers un goût sucré, avec du coup les œufs à côté. Les œufs qu'on n'est pas obligé de saler. Les œufs en soi, c'est pas salé. On utilise des œufs pour faire des gâteaux sucrés. Voilà, si on les sale pas, je dis ça parce que j'ai souvent aussi la petite réticence sur le côté salé. Après, ceux qui n'ont pas cette réticence sur le petit déjeuner salé, mais vous pouvez vous faire plaisir avec du blanc de poulet, avec des sardines, avec, vraiment, voilà, on peut y aller quoi sur du coup la diversité des protéines animales consommables en matinée. Cette diversité va être élargie beaucoup si on est ouvert à ce goût salé de bon matin. D'accord. Donc, Et alors, voilà. l'apport en glucides va se compenser à un autre moment de la journée? Alors, il ne va pas réellement être compensé, c'est-à-dire Ok. que déjà là, le fait d'avoir des protéines, des graisses et des fibres, c'est un petit déjeuner qui va nous apporter une satiété très importante, tout au long de la matinée. On a beaucoup moins faim, quand on mange ce type de petit déjeuner sans glucides que quand on mange, une tartine de beurre avec de la confiture, un jus d'orange et enfin, je sais pas, le petit déjeuner un peu traditionnel français ou un croissant ou voilà, ça c'est des petits déjeuners qui sont très glucidiques et qui du coup vont entraîner des pics de sucre dans le sang, je l'ai expliqué, particulièrement fort le matin. Et du coup, dans les heures qui suivent, vont entraîner des petites hypoglycémies parce que l'organisme a mal géré en fait l'apport massif de sucre à ce moment de la journée. Et ça va du coup entraîner des pertes d'énergie. Souvent dans l'heure ou dans les 2 heures qui suivent le petit déjeuner, on a une fringale ou un coup de barre ou une baisse de concentration. C'est lié au fait qu'on a une petite hypoglycémie en lien avec notre petit déjeuner qui était trop glucidique. Donc on va avoir soit envie de remanger, de regrignoter dans la matinée, soit on ne va pas être en forme et donc ça joue aussi sur la sensation d'énergie au fil de la journée. Donc Sachant finalement, sur la fatigue aussi. On en a parlé Oui, tout à l'heure. tout à fait. C'est une réponse à ça. Mmh. Donc voilà pour le petit déjeuner à compléter avec une boisson, donc soit un grand verre d'eau, soit une boisson, ça peut être une infusion, un thé vert, riche en antioxydants, éventuellement un café, alors là qui sera peut-être pas géant. Mais voilà, pour celles qui ont besoin de leur café le matin, il y a pas, sauf cas particulier, il y a pas de contre-indication à boire du café. C'est aussi riche en antioxydants. Mais voilà, en tout cas, hydratez-vous aussi le matin pour avoir pareil, ce qu'il faut pour démarrer la journée comme il faut. Ok. Alors merci pour ces précisions. Est-ce que tu peux du coup peut-être nous parler un peu plus du midi, du soir? Est-ce que tu as des Oui, conseils oui, bien sûr. en termes de Donc structuration des repas?
Le midi, l'idée, ça va être à nouveau d'avoir des protéines animales. Donc, disons, selon votre poids, selon votre niveau de pratique sportive aussi dans la journée, dans la semaine, on va dire il faut entre 120 et 150 grammes de viande poisson le midi, accompagné de légumes et de bonnes graisses. Donc les bonnes graisses, encore une fois, ce sont ces huiles qui vont être utilisées à cru sur le repas, donc, et limiter les graisses en cuisson et plutôt les rajouter à cru sur notre repas, chaud ou froid dans notre assiette, mais en tout cas que les huiles n'aient pas cuit. Donc ça va être une portion de légumes idéalement crus, en crudité en entrée, et puis une ou deux portions de légumes cuits en plat principal. Après, si c'est plus de cru que vous le tolérez, il n'y a aucun bémol à ça, c'est très bien. Ce qui est bien quand même, c'est d'avoir une portion de crudité, c'est une bonne chose. Et puis, par contre, pas de féculents non plus le midi. Une fois de plus, si vous y allez à volonté sur les légumes et que vous mettez vraiment vos 2 cuillères à soupe d'huile sur votre repas, que vous avez votre portion de protéines, vous n'aurez pas de sensation de faim en sortant de votre déjeuner. C'est vraiment quelque chose qui est très important, de ne pas sortir de table en ayant faim. Quoi qu'il arrive, il y a des gens à qui ça fait très peur de supprimer les glucides le matin, le midi. Normalement, vous ne devriez pas avoir faim. Le petit bémol que je mets à ça, c'est les personnes qui auraient fait du sport dans la matinée. Si vous faites du sport à jeun avant le petit déjeuner, il faut que vous ayez un petit peu de féculents quand même, une tranche de pain, un peu de flocons d'avoine dans votre petit déjeuner, pardon. Si vous avez fait du sport dans la matinée, donc entre le petit déjeuner et le déjeuner, mettez aussi une portion de féculents dans votre repas du midi parce que vous avez besoin de glucides et de protéines pour reconstituer vos muscles et que si vous ne prenez pas ces glucides en post-sport, quand je dis sport, c'est du sport qui a fait quand même bosser les muscles. Hein. C'est pas une séance de méditation, de yoga méditatif ou voilà, quand même voilà, on a bossé un peu musculairement. Il est très important pour reconstituer le muscle d'avoir ces apports en protéines et en glucides dans le repas qui suit. Mais dans le cas contraire, pas besoin de féculents le midi. En revanche, je vous recommande d'instaurer une collation vers 16-17 heures, disons au moins 3 heures après la fin de votre déjeuner. Et elle sera bienvenue parce que vous n'aurez pas eu vos féculents, vous aurez bien tenu avec vos protéines, vos graisses et puis votre bonne quantité de légumes, mais vous serez quand même contente probablement d'avoir un petit truc à vous mettre sous la dent vers 16-17 heures. Donc c'est entre guillemets, c'est autorisé de prendre un petit goûter à 17 heures. Quoi. On n'a pas besoin de culpabiliser. Du tout, du tout. À partir du moment où c'est pas du grignotage. Alors moi je considère être du grignotage un repas qui ne va pas être structuré quand on va se mettre à piocher dans un paquet d'amandes ou dans un paquet de bonbons ou dans un paquet de chips en faisant autre chose, on passe 4 fois devant, on pioche 4 fois devant à un quart d'heure d'écart, ça c'est du grignotage. À partir du moment où votre collation de l'après-midi est un mini repas structuré, que vous mettez ce que vous allez manger devant vous, vous prenez le temps de le manger. Ça n'est pas du grignotage, c'est une collation, c'est un petit repas supplémentaire bonus dans la journée, Okay. qui va permettre du coup de préparer en fait. Je vous parlais tout à l'heure de baisse de sérotonine au moment de la ménopause, qui pouvait expliquer la fatigue qu'on pouvait avoir. Cette baisse de sérotonine, elle va aussi expliquer les envies de sucre qu'on va avoir en fin de journée, justement vers 18 heures à peu près. C'est lié à ce manque de sérotonine, en fait, à ce moment de la journée qui va nous emmener en fait vers des envies de sucre ou de sel ou de gras d'ailleurs. Ça dépend des personnes. Mais le fait du coup d'avoir cette collation qui est structurée et qui va être composée de fruits à coque à nouveau, donc à nouveau une poignée de fruits à coque comme ce que vous avez fait le matin. Ça peut être des fruits à coque différents, hein. Donc je répète, les fruits à coque, c'est noix, noisettes, amandes. Et donc vous allez accompagner cette poignée d'oléagineux d'une petite source de sucre. Alors c'est pas une poignée de bonbons, c'est soit un fruit,
Quand je dis un fruit, une portion de fruit, pareil pour le matin, c'est un fruit qui fait à peu près la taille de votre poing, c'est à peu près 150 grammes de fruits. Donc, si on part sur des myrtilles, c'est pas une myrtille, et si on part sur une pastèque, c'est pas une pastèque. Quand je dis un fruit, c'est une portion de fruit qui fait voilà, à peu près la taille d'une pomme moyenne, quoi. Enfin, donc ça, c'est le petit sucre qui peut accompagner votre poignet d'oléagineux, ou alors remplacer ce fruit par 1 ou 2 carrés de chocolat noir. Donc, quand je dis noir, c'est quand même à partir de 70-80%, ça commence à être du chocolat noir. Donc voilà, ce goûter, donc des noix, des noisettes et 1 ou 2 carrés de chocolat, ou des noix, des noisettes et un fruit, et à nouveau une boisson pour s'hydrater, et puis vous allez repartir avec une vraie satiété jusqu'au moment du dîner, et ça permet d'arriver au moment du dîner avec une synthèse de sérotonine qui s'est qui a été un petit peu boostée au sein de l'organisme, et qui va donc nous permettre d'arriver au moment du dîner déjà en n'ayant pas une faim de loup, et en n'ayant pas, en plus de la fatigue, du stress de la journée, voilà, cette espèce de nervosité qu'on a au moment du repas. On prépare le dîner en mangeant à moitié ce qu'on est en train de préparer parce que voilà, on n'en peut plus. Donc là, on arrive plus sereinement au moment du dîner et on refait un repas qui là va être différent des autres. J'allais dire cette fois avec des féculents. Oui, cette Ok. fois avec des féculents, tout à fait. Donc l'idée de la structure de ce dîner, ça va être à nouveau de favoriser la synthèse de sérotonine encore plus qu'au moment de la collation, donc d'ancrer en fait ce début de processus sérotoninergique pour nous emmener du coup vers la nuit avec un sommeil de qualité et un apaisement nerveux. Qui nous mènera donc sereinement sur cette fin de journée. Et donc ce dîner, il pourrait idéalement, pour celles qui sont qui sont d'accord pour fonctionner comme ça pourrait idéalement être un repas végétarien, donc pas de protéines animales. En revanche, les protéines végétales, sachant qu'il existe donc des protéines dans les végétaux, les végétariens le savent bien, les végétaliens aussi. Et ces protéines, on les trouve dans le règne végétal, on les trouve essentiellement dans les céréales. Donc, je vous disais tout à l'heure, le riz, le quinoa, le sarrasin, le millet, toutes ces céréales, et également dans les légumineuses, donc les légumes secs, je répète, lentilles, pois chiches, etc., qui sont de très bonnes sources de protéines végétales. Quand on ne mange que végétal, qu'on n'a pas de protéines animales du tout dans la journée, il faut avoir la vigilance d'associer les céréales et les légumineuses ensemble. Quand on a des protéines animales le reste du temps, on peut faire soit céréales, soit légumineuses, soit l'association des deux. Au moment du dîner, ce n'est pas un problème. Donc l'idée de ce dîner, ça sera d'avoir une portion donc de céréales ou légumineuses, ou les deux. Une portion, c'est à peu près 150 grammes cuits de ces féculents. Donc, je vous donne des notions de poids, mais l'idée, c'est pas du tout de peser les aliments, c'est peut-être de peser une fois pour vous rendre compte de ce que ça représente en termes de nombre de cuillères à soupe, par exemple, mais ensuite, c'est de faire à l'œil. On n'est pas au gramme près. Il ne faut pas du tout partir dans des comportements qui vont nous amener à être complètement omnubilés en fait, et stressés par notre alimentation. Les informations que je vous donne là, ce sont des informations, vous allez avoir beaucoup d'informations là pendant cette heure et demie qui est déjà très très Qui entamée. On a avance. beaucoup. Donc l'idée, c'est que voilà, vous ayez des informations sur ce que je vous propose là dans ces modèles alimentaires, etc. C'est quelque chose qui me semble être l'idéal pour la santé, pour le maintien du poids dans cette période donc, de la vie. Il faut quand même avoir en tête, je pense que j'aurai peut-être l'occasion de le repréciser un peu plus tard, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que toutes les petites modifications que vous allez apporter à votre alimentation pour aller dans le sens de ces recommandations seront du positif. C'est vraiment, moi, je suis pour la politique des petits pas. Les gens que j'accompagne au niveau nutritionnel, on y va très progressivement. Je ne leur balance pas toutes les informations là d'un coup, parce que sinon, ils ne savent plus par quel bout prendre les choses, et on ne peut pas tout changer en même temps. Donc, c'est vraiment important d'avoir, voilà, à un moment donné, de se poser avec toutes les informations, puisque là, vous allez avoir beaucoup de choses à la fin du webinaire, de vous poser avec toutes ces informations et
de regarder en fait qu'est-ce qui vous semble prioritaire. Qu'est-ce qui vous semblerait peut-être le truc le plus facile à appliquer dans l'immédiat. Vous décidez de l'appliquer et puis vous faites ça pendant une semaine. Puis au bout d'une semaine, vous refaites le point. Est-ce que c'est appliqué? Est-ce que c'est facile? Est-ce que j'y pense toujours ou est-ce que c'est devenu un réflexe? Et puis, si vous vous sentez d'ajouter quelque chose, vous pouvez ajouter un deuxième challenge la semaine suivante ou si ça doit durer 15 jours ou un mois, à votre rythme. Voilà, y aller vraiment progressivement en appliquant les choses petit à petit pour que ça soit vivable et surtout que ces changements puissent être pérennes parce que l'idée c'est que cette alimentation, il faut qu'elle reste, il faut qu'elle s'ancre en fait dans votre quotidien en termes d'habitude et que ce soit après une alimentation santé sur la durée. Alors, là, vous allez me dire, on parle de perte de poids, vous n'allez pas avoir envie de perdre du poids pendant les 30 ans de ménopause que vous avez devant vous. Certes, mais finalement, le modèle alimentaire santé dans le cadre de la ménopause, il est assez peu différent. C'est plus une question de quantité et puis de quelques détails qu'on va pouvoir réintroduire, des choses, des assouplissements. Mais la trame, elle est quand même pas très très loin de cette alimentation à visée amincissante. Donc voilà, les habitudes que vous prendrez là seront gagnées pour la suite. OK. Et qu'est-ce que tu répondrais, parce qu'on a eu pas mal de questions, notamment à ce sujet, de personnes qui disaient: «Est-ce que du coup adapter mon alimentation, ça veut dire aussi réduire les portions?» Pour une personne Alors, qui peut-être, rentre dans les cases des apports, nutritionnels dont tu nous as parlé sur l'ensemble des repas, mais qui se dit: «Bah, je prends du poids quand même, donc je vais tout diminuer». Est-ce que c'est un bon réflexe? il faut vraiment, il y a plusieurs choses qui sont importantes dans ce cadre. Je ne peux pas répondre dans Oui, l'absolu oui, d'une bien sûr, question, évidemment. ça dépend voilà. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il faut garder les bonnes portions de protéines. Ça, c'est très important pour la satiété et pour le maintien de la masse musculaire, le fait de ne pas perdre du muscle, mais bien perdre du gras. Et puis pour le maintien de la masse musculaire au fil de la vie, parce qu'en fait, en avançant dans l'âge, on a naturellement une tendance à avoir une fonte musculaire qui va favoriser après les chutes, etc. Et ça génère vraiment des avancées dans l'âge dans de mauvaises conditions, en fait, quand on ne maintient pas cette masse musculaire. Donc, c'est important de l'entretenir par la consommation de protéines et par la pratique d'une activité physique régulière. De sport et aussi d'activité physique, du mouvement simplement, pas forcément du sport. Mais il faut les deux. Donc voilà, maintien des apports protéiques ou augmenter les apports protéiques s'ils sont trop bas pour vous. Les légumes, ça reste à volonté, sachant que je sors les pommes de terre des légumes. Les légumes, c'est tout le reste. Pommes de terre, patates douces, c'est quand même plus des féculents que le reste. Et après, revoir peut-être plutôt les quantités de glucides dans l'alimentation. Après, si vraiment en faisant exactement les proportions proposées ici, il y a quand même un problème. Il peut y avoir des problématiques par ailleurs, j'en ai pas parlé tout à l'heure, ça fait partie des choses que j'avais laissées de côté dans les causes de la prise de poids au moment de la ménopause. Il y a très, très fréquemment des dérèglements de la thyroïde au moment de la ménopause. Du fait des bouleversements hormonaux, on a très, très fréquemment des dérèglements thyroïdiens qui ne sont pas forcément repérés avec un simple dosage de TSH. Il y a La beaucoup de... TSH qui sert, à évaluer le niveau, La TSH, c'est une des hormones thyroïdiennes qui est la plus fréquemment dosée, en fait, les prescriptions de dosage thyroïdien. Pour vérifier si la thyroïde va bien, on fait doser la TSH. En réalité, il y a plein d'autres. Il y a deux autres hormones thyroïdiennes qui sont la T3, la T4, et puis il y a tout un tas de cofacteurs qui aident au fonctionnement de la thyroïde. Donc le fer, l'iode, le sélénium, voilà, il y a tout un tas la vitamine D. Tout ça, ce sont des éléments qui aident la thyroïde à fonctionner, qui permettent à la thyroïde de fonctionner. Et parfois, on peut avoir une TSH qui est normale dans nos analyses, et pourtant des fonctionnements thyroïdiens qui ne sont pas optimisés, et avec ce qu'on appelle une hypothyroïdie fruste, donc pas tout à fait encore assez forte pour être détectée par ce dosage de TSH. Mais en allant voir d'autres paramètres en biologie médicale ou en biologie fonctionnelle. La biologie fonctionnelle, c'est une biologie qui est plus préventive. On peut aller doser justement tous ces éléments qui permettent à la thyroïde de fonctionner, doser aussi ces autres hormones, T3, T4, éventuellement aussi la T3 reverse, qui est encore une autre hormone, et voir du coup comment fonctionne la thyroïde, mais avec cet état d'esprit de prévention.
Et en fait, une thyroïde qui commence un petit peu à dysfonctionner peut générer des prises de poids ou des résistances à l'amincissement qui peuvent éventuellement expliquer le fait qu'en réduisant des portions, quand on a déjà une alimentation qui semble très équilibrée avec cette bonne gestion des glucides, etc., on n'arrive pas à perdre du poids. Donc voilà, c'est un exemple de choses qu'on peut aller voir si jamais il y a des résistances à l'amincissement. Mais encore une fois, voilà, c'est difficile de répondre précisément à cette personne puisque je ne sais pas qui elle est. Tout à fait. Alors, je te propose peut-être qu'on passe à notre partie suivante, qui était un petit peu de discuter ensemble en fait des moyens de rester en forme et en bonne santé, et donc comment justement au-delà de la prise de poids, l'alimentation peut nous aider à notamment réguler l'humeur, la fatigue, les bouffées de chaleur. Voilà, voir un petit peu ensemble ces éléments-là. Oui, je t'entends plus très bien, Manon. Je ne sais pas si c'est moi, mais Ah, là c'est de retour? ouais, Ok. je t'entendais plus loin. Mais ok. Oui, alors, on a parlé un petit peu de la fatigue là déjà, Oui, sur voilà, la gestion de la sérotonine et surtout, bien sûr, en gérant les troubles du sommeil. Je suis désolée, vous devez entendre les sirènes derrière moi. c'est pas très gênant. En, 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 en travaillant sur les troubles du sommeil, on va déjà mathématiquement améliorer la fatigue, si troubles du sommeil il y a. Donc, le travail sur les troubles du sommeil peut être partiellement initié par cette notion de synthèse de sérotonine sur la fin de la journée. Donc ça aide. Après, il y a des pratiques comme la cohérence cardiaque, des exercices de respiration qui peuvent aider. Alors, je n'ai peut-être pas le temps de détailler là ce qu'est la cohérence cardiaque, mais j'appuie bien sur ce terme de cohérence cardiaque. Allez voir ce que c'est. C'est très facile. C'est 3 fois 5 minutes dans la journée et ça a un effet, mais vraiment très, très intéressant sur la gestion du stress et de la nervosité. On aura l'occasion d'y revenir dans des prochaines Super. rencontres. Ouais, c'est vraiment très, très important. Après, pour la notion de fatigue, il y a aussi alors le fait de booster l'énergie en début de journée, avec là favoriser la synthèse de la dopamine par l'alimentation, c'est possible puisque ça rentre dans le cadre des préconisations que je vous ai fait tout à l'heure sur la structure des repas. On parle de chronobiologie nutritionnelle, hein, c'est-à-dire qu'on va essayer par l'alimentation de booster et de soutenir des synthèses de neurotransmetteurs qui se font naturellement au sein de l'organisme. Donc, en fin de journée, la sérotonine, elle est apaisante. En début de journée, normalement, on a une synthèse de dopamine qui va être stimulante, qui nous donne de la motivation, ça nous permet de nous mettre en action. Cette dopamine, elle va être stimulée par la consommation de protéines animales sur la première moitié de la journée. Donc, le petit déjeuner protéiné va dans ce sens et le déjeuner protéiné aussi avec des protéines animales va également dans ce sens, donc pour avoir une bonne énergie en début de journée et un apaisement en fin de journée. Ça va aider à réguler du coup cette notion de fatigue. Et puis, autre point, le fait de manger aussi des nutriments qui vont nous apporter de la santé, de l'énergie, donc des fruits et des légumes qui vont être cuits de la bonne façon, qui vont être aussi crus, etc. Ça va être une façon aussi de soigner son état de fatigue. Moi, j'ai beaucoup de patientes qui, en basculant en fait sur ce mode de cuisson de la vapeur douce, se retrouvent au bout de quelques jours, une semaine, 10 jours, avec une énergie, mais qui est phénoménale, qu'elles ne se connaissaient pas, juste parce qu'elles ont appris à bien cuire leurs légumes et du coup à maintenir les nutriments qui étaient contenus dans ces légumes. Génial. Donc voilà, c'est voilà. Pour ce qui concerne la fatigue, je pense qu'on va en rester là. Ok, ouais, très clair, merci. Et alors, du coup, par rapport aux troubles éventuellement de l'humeur, on peut peut-être aussi, c'est assez proche peut-être de la dopamine dont tu parlais aussi. Alors oui, il y a la notion de dopamine, la notion de sérotonine, hein, tout ça, ça va aider aussi à réguler bien sûr les troubles, enfin les fluctuations d'humeur et d'énergie. Il va y avoir aussi la consommation d'oméga 3 qui va être importante. Ça va jouer à la fois dans la régulation de l'humeur parce que ça joue sur la fluidité des membranes de nos neurones, de toutes nos cellules, mais aussi de nos neurones.
Et ces oméga-3, ils sont absolument primordiaux. Je vous ai parlé depuis tout à l'heure de graisses, de donner de l'importance aux graisses, de manger de bonnes huiles, mais je ne vous ai pas dit ce que c'était que ces bonnes huiles. Ces bonnes huiles, ce sont des huiles qui sont riches en oméga-3. Les huiles riches en oméga-3 qui sont intéressantes, ce sont les huiles de colza, de cameline, de noix, de chanvre essentiellement. Après, vous avez l'huile de lin qui est très riche en oméga-3, mais trop riche pour être conservée dans de bonnes conditions. Pour moi, elle est trop fragile en fait. Les autres huiles sont mieux équilibrées et moins sensibles du coup à leur qualité dans le temps. Donc voilà, ces huiles-là à consommer, à conserver au réfrigérateur. Parce qu'elles sont sensibles à l'oxydation et que les oméga-3, quand ils sont dégradés par l'oxydation, quand ces oméga-3 sont abîmés, ils vont favoriser l'inflammation. Alors que quand ils ne sont pas abîmés, ils vont favoriser le bon fonctionnement neuronal, ils vont favoriser au contraire un abaissement de l'inflammation. Et donc voilà, c'est important de bien les consommer. Donc ne pas les chauffer, ne pas les faire cuire. On peut les mettre sur une assiette chaude, mais accrue. Ne pas les mettre, eux, en cuisson, et puis les conserver au réfrigérateur, et c'est 1 à 3 mois après ouverture de la bouteille, pas plus longtemps. Donc, vous écrivez la date d'ouverture de votre bouteille sur votre huile quand vous l'ouvrez, et au bout d'1 à 3 mois, si elle n'est pas consommée, poubelle, parce que finalement, elle va faire plus de mal. Ok, hyper intéressant. Ça, ce sont les bonnes huiles. L'huile d'olive peut aller en cuisson sans aucun problème. Elle n'a pas besoin d'être conservée au réfrigérateur, elle fige au réfrigérateur. L'huile d'olive ne contient pas d'oméga-3, elle contient plutôt des oméga-9, mais elle contient des antioxydants. Voilà, elle est intéressante aussi, tout à fait, pour la santé en général. Mais voilà, les oméga-3, vraiment, il faut mettre l'accent sur cette consommation d'oméga-3. Ces oméga-3, on les trouve dans ces huiles. On les trouve aussi, et c'est même encore plus intéressant, on les trouve dans les poissons gras. Donc les petits et les gros poissons gras. Alors les gros poissons gras, ils sont beaucoup plus pollués que les petits poissons gras. Ils contiennent beaucoup plus de métaux lourds, etc. Donc les gros poissons gras type saumon ou thon, on va recommander de les consommer une fois tous les 8 à 10 jours, pas plus. Par contre, les petits poissons gras, les sardines, les maquereaux, les harengs, les anchois, ceux-là, il faudrait en consommer idéalement 400 grammes par semaine. Donc 3 fois par semaine, une portion de petits poissons gras. C'est un super bon rythme pour jouer sur votre santé au global, et donc ça entre, c'est le point de départ quand même de ce petit laïus sur les oméga-3, ça entre dans cette notion de régulation de l'humeur. Donc ça va aider à réguler les troubles de l'humeur, et ça va aussi aider à réguler les bouffées de chaleur. Ok. Voilà. Donc ça joue aussi sur l'apaisement des bouffées de chaleur. D'accord. Et alors justement, au sujet des bouffées de chaleur, il y a pas mal de personnes qui nous ont demandé s'il y avait des aliments à éviter. Est-ce que toi, tu as une Alors réponse à là-dessus? éviter, pas vraiment. Spécialité. Non. Rien d'avéré, si ce n'est que quand on mange très pimenté, tout d'un coup, on a chaud, quoi. Mais Oui, voilà, il y a pas de c'est un enchaînement logique, quoi. voilà. Je veux dire, ménopause ou pas, on a Ouais. cette réaction. Non, il n'y a pas réellement d'aliments déconseillés. Ce qu'on va pouvoir recommander peut-être aux femmes qui ont des bouffées de chaleur, mais c'est toujours un peu selon leur terrain hormonal, parce qu'en fait, il y a différents profils hormonaux de femmes ménopausées. Soit elles ont beaucoup d'androgènes, soit elles ont très très peu d'œstrogènes, soit elles continuent à sécréter quand même des œstrogènes, parce que souvent les femmes qui sont en surpoids, qui ont un tissu adipeux, donc des graisses corporelles qui sont importantes, vont continuer à synthétiser des œstrogènes même après la progestérone, même après la ménopause. En fait, les graisses corporelles ont cette capacité à transformer en fait la testostérone en œstrogène. Donc, ce sont des femmes qui, même après la ménopause, même après la mise au repos de cette, même après la mise au repos des ovaires, donc les œstrogènes ne sont plus synthétisés par les ovaires après la ménopause, on va avoir chez ces femmes-là encore une synthèse d'œstrogènes au niveau de ce tissu adipeux. Et du coup, ça donne des profils hormonaux qui sont différents selon les femmes. Mais on va pouvoir, contre les bouffées de chaleur, le plus souvent conseiller de consommer du soja.
3 à 4 fois par semaine, plutôt du soja sous forme fermentée. Donc, le soja fermenté, c'est les tofu qui sont lacto-fermentés. Ce n'est pas tous les tofu, sinon ils sont caillés, ils ne sont pas fermentés. Ça va être le tempeh, ça va être le miso, ça va être les sauces de soja, ça va être voilà, toutes ces choses-là. Les yaourts au soja ne sont pas fermentés. L'idéal, c'est de consommer du soja plutôt fermenté. Sinon, ça peut être du soja qui n'est pas fermenté, mais dans ce cas-là, l'action en fait de ce soja va être conditionnée par la qualité du microbiote intestinal de la personne qui va le consommer. Alors que si vous consommez du soja qui est déjà fermenté, il a la même action chez tout le monde en fait, pour faire rapide et simple. Très clair. Donc voilà. Et justement, est-ce que le soja fait partie de la grande famille des phytoestrogènes dont on entend parler aussi? Puis il y a eu pas mal de questions à ce sujet-là. Ouais, alors les phytoestrogènes, ils sont très diabolisés. En réalité, pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, un phytoestrogène, c'est une molécule qui va venir se fixer sur les récepteurs aux œstrogènes dans notre organisme, mais qui la plupart du temps va avoir une action moins forte que nos œstrogènes naturels. Pour ce qui est en tout cas des phytoestrogènes alimentaires. Donc les phytoestrogènes, on en trouve dans le soja, dans le lin, pas dans l'huile de lin, mais dans les graines de lin. Et on en trouve aussi dans le houblon. Alors, il faudrait boire quand même beaucoup de bière pour... on ne consomme pas le houblon de façon... mais en tout cas, voilà, le soja et le lin, ce sont des sources de phytoestrogènes qui peuvent être extrêmement bénéfiques pour réguler justement des terrains hormonaux au cours de la ménopause, et surtout quand on est vraiment sur un volet de consommation alimentaire et pas de prise de compléments alimentaires à base de phytoestrogènes. On est sur des doses qui sont normalement tout à fait compatibles. Alors, je dirais les compléments alimentaires à base de phytoestrogènes, ils sont vraiment contre-indiqués en cas d'antécédents personnels ou familiaux de cancers hormonodépendants. Donc, quand il y a eu des cancers du sein dans la famille ou pour soi-même déjà un antécédent de cancer du sein, on ne va pas aller prendre des phytoestrogènes sous forme de compléments alimentaires. Le fait d'en consommer dans l'alimentation n'est absolument pas un problème, et c'est même quelque chose qu'il faudrait recommander aux jeunes filles dès la puberté en prévention du cancer du sein, puisqu'ils vont finalement abaisser l'activité œstrogénique chez la plupart des femmes. C'est en fait une hyperactivité œstrogénique qui va générer ces surrisques de cancer du sein. Et le fait en fait, les phytoestrogènes, ce sont des modulateurs, mais de façon la plupart du temps positive de notre terrain hormonal. Donc voilà. Après, encore une fois, c'est très cas dépendant, mais c'est juste pour dédiaboliser ces phytoestrogènes alimentaires. Après, les phytoestrogènes, il y en a aussi les phytoestrogènes rentrent aussi dans la case de ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens. Mais ils sont très très doux, et du coup, ils ne perturbent pas, en fait, ils modulent. Que les perturbateurs endocriniens, on en trouve dans les pesticides, dans tout un tas de polluants en fait. Et là, c'est un vrai problème. L'exposition aux perturbateurs endocriniens au moment de la ménopause, c'est un vrai problème. Et tout au long de la vie des femmes et des hommes aussi, mais des femmes en particulier, c'est un vrai problème. Donc dans notre alimentation, mais pas que pour les autres. Non, exactement. Parce que c'est limiter cette exposition aux perturbateurs endocriniens, ça veut dire manger le plus possible bio pour limiter l'exposition aux pesticides. Mais c'est aussi ne pas porter des vêtements neufs sans les avoir lavés au moins 2 fois, plutôt acheter des vêtements d'occasion pour éviter d'être contre la peau, d'avoir des molécules, en fait, des apprêts, des produits qu'ils mettent sur les textiles. C'est ne pas utiliser de produits d'entretien qui ont des odeurs, par exemple, parce que tous ces parfums, tous ces produits cosmétiques qui sont parfumés, tous ces produits d'entretien pour nettoyer la maison qui dégagent des parfums, les encens, les parfums d'intérieur, toutes ces choses-là, c'est des choses qui contiennent la plupart du temps des perturbateurs endocriniens. Vous avez aussi les contenants alimentaires, toutes les boîtes en plastique, qui sont les traditionnels et légendaires Tupperware, pour ne pas les citer, qui contiennent... le plastique contient des perturbateurs endocriniens, on le sait, on a supprimé les bisphénols A des plastiques, mais il y a d'autres bisphénols aujourd'hui dans les plastiques dont on n'a pas encore prouvé l'effet négatif, mais il n'y a pas de raison qu'il ne le soit pas, vu ce qu'on a pu découvrir sur le bisphénol A, et c'est une question de temps. Donc le bisphénol A, c'est un perturbateur endocrinien. Oui, okay. Tout à fait. On sait que quand on met un aliment à chauffer dans une boîte en plastique, ou un aliment gras qu'on conserve dans le plastique, même au froid,
on va avoir des transferts de molécules entre le plastique et l'aliment, on le sait. Les matériaux inertes dans lesquels on peut conserver et réchauffer des aliments, ce sont le verre, le pyrex, l'inox, voilà, des matériaux qui sont inertes. La porcelaine, la céramique, voilà, tout ça, ce sont des matériaux inertes. Maintenant, on fait de très bonnes boîtes en, Mmh. en verre avec un couvercle en plastique. Si le couvercle ne touche pas l'aliment, ce n'est pas un problème. Mais ne surtout jamais, jamais faire réchauffer des aliments dans des contenants en plastique. C'est vrai aussi pour les barquettes en carton qu'on a dans l'alimentation maintenant qu'on prend à emporter. Les cartons sont recouverts de films plastiques pour les rendre imperméables en fait, hein, sinon les aliments, le carton s'imbiberait. Et ces films plastiques, pareil, contiennent aussi des perturbateurs endocriniens, c'est du plastique. C'est pareil, c'est un très très vaste sujet, les Ouais. perturbateurs endocriniens, on pourrait en parler longtemps, mais En tout cas, rester vigilant, vigilante sur cet aspect-là. ouais. OK. Je rétropédale un tout petit peu, mais parce qu'on s'était engagé sur ce terrain-là. On a commencé à parler des phytoestrogènes, du soja qu'on pouvait apporter dans notre alimentation, enfin par l'alimentation, mais aussi par des compléments. Quelle est la place justement en fait des compléments alimentaires, dans notre alimentation? On voit beaucoup aussi à cette période, enfin beaucoup sont vendus à cette période de la ménopause. Quel est ton point de vue? Alors, hem en soi, un complément alimentaire, normalement, devrait bien porter son nom et devrait être un complément à l'alimentation quand l'alimentation n'a pas suffi à, apporter la bonne quantité de tel ou tel, nutriment. Hem, le fait est qu'aujourd'hui, dans nos modes de vie, on a, naturellement des carences quasi systématiques, en tout cas des déficits quasi systématiques, notamment en vitamine D. On a plus de 90% de la population en France qui a des taux de vitamine D bien, bien, bien inférieurs à ce qu'il faudrait. Et donc, il serait important pour chacun de faire doser cette vitamine D, ce dosage qui a été déremboursé par l'assurance maladie, mais qui ne coûte pas très cher. Hein, il coûte, je crois que ça revient à 11 euros d'aller faire ça, il n'y a pas besoin d'ordonnance. Et pour vérifier en fait s'il n'y a pas besoin d'une supplémentation en vitamine D. Et cette supplémentation peut être faite soit par des ampoules qui peuvent vous être prescrites par votre médecin, une ampoule à prendre tous les mois ou tous les 3 mois, soit par des prises quotidiennes. On obtient des taux qui sont plus stables dans le temps. Avec des prises quotidiennes. En plus, ça évite d'oublier de prendre l'ampoule une fois tous les 3 mois. Cette vitamine D, en réalité, c'est une hormone. Hein, elle a été nommée vitamine à tort au moment où elle a été découverte. Ah oui, Euh, OK. c'est une hormone, aujourd'hui, on le sait, on parle de l'hormone D d'ailleurs. Et elle a un rôle vraiment à tout un tas de niveaux de l'organisme. Elle a un rôle sur la santé osseuse, sur la prévention des cancers, sur la santé intestinale, la santé thyroïdienne, la santé du muscle. Voilà, c'est vraiment, elle est extrêmement importante à tout un tas de niveaux. Donc, je dirais que ça, c'est presque une supplémentation qui pourrait être systématique, mais quand même sous réserve de vérification par un dosage. D'accord. Après, il y a d'autres supplémentations qui peuvent, pareil, être quand même assez fréquentes. Il y a la supplémentation en iode. Je vous en parlais tout à l'heure du fait que l'iode était très importante pour le fonctionnement de la thyroïde. Il y a beaucoup de gens, moins que pour la vitamine D, mais il y a quand même beaucoup de gens qui sont déficitaires en iode pour avoir vraiment un fonctionnement optimal de cette thyroïde. Donc ça, c'est pareil, c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait aller voir, surtout au moment de la ménopause, hein, dans un bilan thyroïdien peut-être plus complet. Le magnésium peut être donné quasiment à l'aveugle, parce que là, pour le coup, on en est tous déficitaires. Et dès qu'on a une période de stress, en fait, on devrait se supplémenter. Ça reste une bonne chose. Et puis sinon, il y a peut-être dans ceux qu'on pourrait citer, il y a les oméga 3 aussi. Alors moi, je pose une grosse vigilance sur la supplémentation en oméga 3. Parce que certes, la plupart d'entre nous ne consomment pas assez d'oméga 3 dans son alimentation, mais il faut faire des efforts sur justement le fait d'intégrer tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure au quotidien dans votre alimentation, ou en tout cas sur la semaine. Et la supplémentation en oméga 3, qui peut tout à fait se justifier dans certains cas, mérite vraiment une attention toute particulière sur la qualité des oméga 3 que vous allez acheter. Il faut notamment que ces oméga 3 aient ce qu'on appelle un indice TOTOX,
qui soit inférieur à 10, voire, enfin en tout cas le plus bas possible. Si ça peut être même encore bien inférieur à 10, c'est très bien. C'est un paramètre, je répète, c'est l'indice TOTOX, T-O-T-O-X. Et si vous n'avez pas cette mention sur le descriptif de votre complément en oméga 3, il faut le demander au labo, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, les oméga 3, quand ils sont oxydés, quand ils sont abîmés, ils deviennent pro-inflammatoires, alors que c'est tout ce qu'on ne souhaite pas. Donc voilà, si on se supplémente avec une bombe d'inflammation, c'est absolument contre-productif. Donc voilà, attention à cet indice TOTOX. Qui ne donne l'indication de l'oxydation qu'au moment de la sortie d'usine de vos capsules d'oméga 3. Donc, vous ne savez pas ce qui s'est passé entre-temps. Mais par contre, quand ça arrive chez vous, vos oméga 3, il faudrait que vous les conserviez au réfrigérateur, voire au congélateur, les capsules d'oméga 3. Ok, très bien, très clair. Merci Géraldine. Alors moi, je vais faire le lien avec une question que je voulais te poser et puis qui répond aussi aux commentaires que les personnes aux commentaires parlaient des produits laitiers, quelle part leur donner dans l'alimentation. Donc finalement, quel est le rôle du calcium? Et puis peut-être quel rôle il peut jouer aussi dans l'ostéoporose, si tu peux nous parler un petit peu de ça Oui. sur les dernières minutes. Oui. Alors, les produits laitiers, ce sont la source de calcium qui a été la plus mise en avant dans les politiques de santé, en tout cas en France, depuis Mendes France. Et en réalité, c'est pas l'aliment qui va apporter le calcium le mieux assimilé. Le calcium va être mieux assimilé, par exemple, dans les amandes qui sont riches en calcium, dans les sardines, dans voilà, tout un tas d'autres aliments. Ouais. Vous avez du calcium aussi dans tout un tas de végétaux, dans tout un tas de légumes. Donc ça, c'est important à avoir en tête. Donc, je ne préconise pas, sauf problème de tolérance personnelle, de sortir les produits laitiers de son alimentation. Mais voilà, c'est pas forcément un indispensable. D'ailleurs, au Canada, ils ont sorti les produits laitiers des aliments indispensables à la santé. Il y a quand même eu beaucoup de travail des lobbies sur la place des produits laitiers dans les recommandations de santé en France. Et donc, voilà, je relativise tout ça. Aujourd'hui, je crois que dans les recommandations officielles chez les adultes, on doit être passé à 2 produits laitiers par jour. Moi, dans mes recos, je suis un petit peu en dessous. Mais en tout cas, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que vous pouvez avoir des apports en calcium tout à fait notables par ailleurs, en consommant notamment ces oléagineux que je vous recommande de consommer le matin et puis au moment de la collation avec ces amandes, etc. Après, il y a la question des supplémentations en calcium qui sont données justement quand il commence à y avoir des ostéopénies, des tout débuts d'ostéoporose chez les femmes. C'est pareil, il y a une vigilance particulière à avoir sur ces doses très importantes de calcium, qui n'est pas forcément la forme la mieux assimilée dans les formes qui sont remboursées par la sécurité sociale aujourd'hui. C'est mon âme de pharmacien qui mais en tout cas, quand vous avez ces supplémentations en calcium, si jamais certaines d'entre vous avaient eu ces prescriptions de calcium à 500 ou à 1000 mg par jour, je vous recommande vivement de vous supplémenter en vitamine K2 MK7. C'est un peu barbare comme nom, mais c'est une supplémentation vitaminique qui permet d'éviter que ce calcium ne vienne sédimenter dans les artères et augmenter du coup le risque cardiovasculaire. Donc ça, c'est très important d'associer ces supplémentations en calcium à de la vitamine K sous forme de K2 MK7. Ça se prend sous forme de petites gouttes et ça permet de limiter ce risque de sédimentation. Et c'est ça. J'ai noté en commentaire. Oui, ok. Et pour élargir du coup sur le volet de la prévention de l'ostéoporose, donc au-delà de cette consommation de calcium, en fait, juste pour terminer sur cette histoire de produits laitiers, il y a une myriade d'études scientifiques très bien menées qui montrent que la quantité de consommation de produits laitiers n'est pas du tout corrélée à la solidité osseuse. C'est-à-dire qu'il y a des risques de fracture autant chez des personnes qui mangent beaucoup de produits laitiers que chez des personnes qui en mangent peu. D'ailleurs, en Asie, ils mangent très peu de produits laitiers, ils n'ont quasiment pas d'ostéoporose. Les femmes asiatiques n'ont pas d'ostéoporose, mais elles consomment beaucoup, beaucoup de soja. Oui.
Effectivement. Donc voilà, donc prévention de l'ostéoporose, alors calcium, oui. Surtout, attention à la balance acido-basique de votre Est-ce que tu organisme. peux juste peut-être repréciser ce que c'est que l'ostéoporose en deux mots sans se lancer dans Oui. une... L'ostéoporose, c'est c'est la trame osseuse en fait qui se décalcifie. Donc il y a le calcium, tout un tas de minéraux en fait qui sont présents, qui constituent l'os et qui vont ne plus tenir sur l'os en fait et l'os devient poreux et donc beaucoup plus fragile et ça augmente le risque de fracture. Et c'est quelque chose qui est favorisé par la baisse des œstrogènes au moment de la ménopause. Donc il y a un sur-risque d'ostéoporose chez la femme quand elle avance dans l'âge du fait de cette absence d'œstrogènes ou de ces œstrogènes abaissés. Et quand on a donc un terrain acide, une acidité tissulaire, ça n'a rien à voir avec l'acidité digestive. Hein. C'est pas parce qu'on a des brûlures d'estomac qu'on a forcément de l'acidité dans les tissus, c'est deux choses différentes. L'acidité tissulaire, elle est favorisée par la consommation de sel et la surconsommation de protéines animales. Donc, voilà, en gros. Et aussi l'excès de sport. Mais l'excès, hein, c'est vraiment, voilà, j'hésite toujours à parler de ce volet parce que, voilà. Et en revanche, elle est contrée, cette acidité, par la consommation de végétaux et notamment de légumes qui vont apporter des citrates qui vont contrebalancer cette acidité. Donc, en gros, dans la prévention de l'ostéoporose, on va recommander de ne pas manger trop salé, de ne pas consommer des protéines animales en excès, mais comme je vous le dis depuis le début, hein, c'est ni trop ni trop peu les protéines, il faut quand même ce qu'il faut. Et puis faire la part belle aux végétaux dans l'alimentation, quoi. C'est toujours ces légumes qui nous apportent tout un tas de bonnes choses et qui vont alcaliniser les tissus et éviter du coup que le calcium ne sorte de l'os pour venir contrebalancer l'acidité en fait dans le reste des tissus. C'est ça le procédé en fait. Donc voilà, il y a ce point-là qui est très important. Et puis pratique de l'activité physique avec des impacts pour la prévention de l'ostéoporose. Donc ça peut être faire des marches rapides, ça peut être faire de la course si vous êtes en forme et que vous pouvez le faire au niveau articulaire, etc. Ça peut être n'importe quel sport à partir du moment où vous avez des impacts sous les pieds. Donc ça veut dire que la natation et le vélo, qui sont très protecteurs des articulations, ne vont pas avoir cet effet bénéfique de prévention sur l'ostéoporose. Voilà. Mais ça peut être de la marche rapide pour les gens qui ont une sensibilité articulaire, marche rapide ou pas d'ailleurs, juste de la marche, Ouais. qui est des impacts sous les pieds ça crée en fait des micro-vibrations dans tout le squelette et ça permet de le renforcer. Ok. Très Voilà, clair, super. on a fait le tour. Ouais, ok. Alors, il est déjà 20h22. On voulait vous laisser un petit peu de place à des questions éventuellement si on avait omis quelques réponses à vous apporter. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat pour nous les poser directement. C'est la petite bulle dans les outils en bas de votre écran. Je regarde en même temps, je balaye le chat, donc si je vois des... Alors, on avait une petite question qui cherchait à préciser peut-être sur les vinaigrettes avec des huiles riches en oméga 3. Est-ce qu'on peut les préparer à l'avance en les conservant au réfrigérateur? Oui, tout à fait. À partir du moment où les huiles sont au frais, il y a pas de problème, hein. Vous pouvez faire les vinaigrettes à l'avance. Alors, sous réserve de conserver ces vinaigrettes dans un contenant qui soit en verre et pas un shaker en plastique, par exemple. Parce que toujours cette histoire de graisse conservée dans du plastique, on a une migration vous savez, les perturbateurs endocriniens, etc., etc. D'accord. Mais en tout cas, pour la conservation des oméga 3, c'est pas un problème à partir du moment où ils sont au frais et à l'abri de la lumière. Mais dans un frigo, normalement, il ne fait pas jour. Ok. Il y avait une question de Virginie aussi qui demandait si on peut remplacer les œufs du matin par un yaourt ou un fromage blanc. Tu y as plutôt répondu, mais si tu veux Alors, préciser. remplacer, oui et non, c'est-à-dire que s'il n'y a qu'un yaourt ou un fromage blanc comme source de protéines, c'est pas tout à fait assez. L'idée, c'est d'avoir soit un œuf et un fromage blanc, ou un skyr, qui est encore plus riche en protéines, ou alors 2 œufs et pas de fromage blanc. Mais le fromage blanc tout seul, en fait, ça fait un peu que la moitié quoi, de ce qu'il faudrait en protéines. Donc, par contre, pour les gens qui ne veulent pas manger d'œufs ni de jambon, par exemple, le matin, ni de poisson, ni de poulet. On peut utiliser des protéines végétales qui sont
proposées en poudre dans les magasins bio, notamment la protéine de chanvre qui est intéressante. Alors, on trouve aussi des protéines de pois ou des mélanges de protéines. La problématique des protéines de pois, c'est qu'elles contiennent des facteurs antinutritionnels. Il peut y avoir des résidus Bon, c'est pas idéal en termes de digestibilité et en termes d'assimilation de tout un tas d'autres nutriments. En tout cas, la protéine de chanvre peut être donc est vendue en poudre dans les magasins bio, et vous pouvez mettre 3 cuillères à café de protéines de chanvre dans un fromage blanc. Ça vous fait à peu près l'apport protéique nécessaire pour un petit déjeuner. Donc toujours après avec aussi les noix, le fruit. On peut même rajouter en plus des noix des graines type graines de chanvre, graines de lin broyées. Broyer minutes juste avant de les consommer, parce que si on les broie à l'avance, les graines de lin, elles s'oxydent. Hein, je vous disais, le lin est très riche en oméga 3, donc toujours cette notion de fragilité. Mais si on les broie juste avant de les mettre dans notre fromage blanc, c'est pas du tout un problème. Ça peut être du sésame, voilà. Très rapidement, on a des questions qui portent sur la monodiète ou le jeûne intermittent. Est-ce que toi, tu as des recommandations par rapport à ces pratiques? Peut-être aussi dans le cadre d'un accompagnement qui est personnalisé sur ce sujet. Alors, oui, c'est un peu à personnaliser. Les monodiètes, moi personnellement, je suis pas favorable. Voilà. Après aussi ça, si c'est très très court, très ponctuel et que ça fait plaisir aux gens, pourquoi pas. Mais voilà, je suis pas voilà, je suis pas favorable. Le jeûne intermittent, ça se discute. C'est vraiment cas dépendant pour le coup. La plupart du temps, la pratique du jeûne intermittent va favoriser la sensibilité à l'insuline, donc ça va aller vraiment dans le sens d'une gestion positive de l'inflammation, de la gestion du poids, etc. Mais ça va aussi parfois stresser l'organisme et augmenter la sécrétion de cortisol, enfin, au sein de l'organisme, l'hormone du stress. Et donc, ça ne convient pas à tout le monde. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le jeûne intermittent, pour être bénéfique, il faut qu'il soit fait la plupart du temps. Donc, ce n'est pas un jour sur deux, ce n'est pas une fois de temps en temps, ça n'a aucun intérêt. Pour qu'il soit bénéfique, il faut qu'il y ait un processus métabolique qui se mette en place dans l'organisme, et ça nécessite que ce soit fait plusieurs jours d'affilée, la plupart du temps. Donc, c'est vraiment un mode de vie, en fait. Ça doit être quelque chose de pérenne pour que ce soit efficace. Il faut qu'il y ait, pour les femmes, on va parler des femmes, puisque là, on est dans le cadre de la ménopause, pour les femmes, il faut qu'il y ait au moins 15 heures de jeûne dans la journée, une période de jeûne d'au moins 15 heures. Donc, le fait de sauter un repas, des fois, c'est pas suffisant. C'est pas juste des gens qui ne prennent pas de petit-déj, mais qui dînent très tard et puis qui vont redéjeuner à midi. Il n'y a pas forcément 15 heures entre les deux repas, donc ce n'est pas du jeûne intermittent. Et le jeûne intermittent est plus bénéfique quand il est fait le soir que quand il est fait le matin. Je vous donne toutes ces infos. Noté. La volta, mais voilà. Merci pour ta réponse. Il y avait Manuela qui demandait s'il faut soutenir le foie et les surrénales pendant la ménopause, notamment via l'alimentation, j'imagine. En tout cas, par rapport à ce que toi, tu peux nous apporter comme réponse. Tout à fait. Alors, le foie notamment, il est très intéressant de lui apporter un soutien, puisque c'est par lui que va passer toute la détoxification de nos hormones, l'élimination des hormones. Et chez les femmes qui ont tendance à avoir une synthèse d'œstrogène pendant cette période ménopausique. Cette sursynthèse d'œstrogène, en fait, c'est la synthèse d'œstrogènes qui sont des œstrogènes particuliers qui vont être très actifs. Et ça va augmenter notamment le risque de cancer du sein, et puis ça va augmenter aussi le risque de tout un tas de symptômes. Et dans ces cas-là, il est particulièrement intéressant de travailler en effet sur le foie. Alors au niveau alimentaire, ça va être consommer des choux au moins 3-4 fois par semaine, plutôt des choux crus. La plupart des choux peuvent se manger crus, les choux de Bruxelles, le brocoli, le chou-fleur, tout ça, ça peut se manger cru si c'est bien digéré, parce qu'on a davantage d'enzymes intéressantes dans le chou cru. C'est des enzymes qui sont sinon très sensibles à la chaleur. Donc ça va être des choux 3-4 fois par semaine. Ça peut être essentiellement sur ce volet-là que ce sera intéressant. Mais aussi le radis, la moutarde, la roquette, qui sont des aliments intéressants dans le cadre de ce soutien hépatique au métabolisme œstrogénique. Ok, très bien, merci pour ta réponse. Il y avait une dernière question sur l'avoine. Est-ce qu'il était recommandé, quelle que soit la forme d'ailleurs, granola, porridge? Alors, l'avoine,
L'avoine, il est souvent il est souvent consommé, chez nous en tout cas, il est souvent consommé le matin en porridge ou autrement d'ailleurs. Alors, la question des granolas, souvent, c'est des préparations qui sont soit à base de céréales soufflées, donc on se retrouve avec des céréales qui ont été des sucres qui ont été simplifiés, donc des sucres rapides, ou alors, des fois, c'est juste grillé, mais souvent, ils y rajoutent du miel ou des choses comme ça. Donc, c'est quand même, en général, un produit qui est croustillant, qui est délicieux, mais qui est quand même sucré. Donc, si vous aimez les granolas pour mettre sur un fromage blanc, mangez ça plutôt en fin de repas, parce que vous aurez déjà des protéines, des graisses, des fibres dans votre estomac. Et ça permettra de ralentir du coup le passage de ces sucres rapides que vous consommez. Ça fera moins des pics de glycémie en fait dans l'organisme. Et puis sinon, porridge pour les flocons d'avoine, bah, moi je recommandais de ne pas consommer de féculents le matin. Donc, du coup, si c'est le matin qu'il était intégré, bah, je recommande plutôt de l'éliminer. Mais sinon, l'avoine en soi, c'est une céréale. Le flocon d'avoine, c'est un grain d'avoine qui a été comprimé et qui n'a pas été soufflé. Hein, donc, il n'y a pas de problème en termes de qualité de la céréale. Et quoi dire d'autre bah, si vous le faites cuire, ça va être un sucre plus rapide que si vous le faites juste gonfler dans le lait. Parce que la cuisson va simplifier aussi les sucres, donc ça va en faire des sucres qui sont plus rapides. Et puis, il semblerait qu'il y ait un petit effet de l'avoine sur la diminution du cholestérol et aussi un gros effet sur la satiété. Donc oui, pourquoi pas l'avoine voilà. Ok, très bien. Ben, on a fait le tour à peu près des questions. Il y avait des questions qui portaient sur sur les bouffées de chaleur. On en a déjà un petit peu parlé, donc éventuellement, je vous invite à revisionner la partie de la conférence sur ce sujet, puis à éventuellement regarder la première qui portait aussi sur les traitements hormonaux qui peut y répondre aussi. Et puis je vous Après, propose de... Ah oui, si je peux juste vas-y. rajouter une petite chose, Bien sûr. 10 secondes. Sur le volet des compléments alimentaires, on n'a pas évoqué tout ce qui est phytothérapie. Oui. La phytothérapie a une place tout à fait notable dans le cadre de la ménopause, justement pour essayer de rééquilibrer ces terrains hormonaux. Alors, en dehors des femmes, bien sûr, qui sont sous traitement hormonosubstitutif hein, ou de la ménopause, puisque là, on est dans un cas où il n'y a rien à rééquilibrer. Mais les femmes qui ont quand même des troubles et qui ne prennent pas ou ne prennent plus ou ne souhaitent pas ou ne souhaitent plus prendre de ces traitements hormonaux. Et je vous invite, oui, en effet, à regarder le webinaire qui avait eu lieu sur ce sujet. C'était très intéressant. Eh bien, il y a pas mal de suppléments, de compléments en phytothérapie qui peuvent être tout à fait utiles pour moduler en fait le terrain hormonal et du coup lisser notamment les bouffées de chaleur et puis d'autres symptômes avec une grosse vigilance à avoir, et encore, c'est ma petite casquette de pharmacien qui ressort, mais grosse vigilance à avoir sur la qualité des suppléments de plantes, parce que si c'est juste prendre de la poudre de plantes comme ça, la plupart du temps, il n'y a pas de stabilité en fait dans la composition des gélules entre différents lots. Enfin voilà, on ne sait pas ce qu'on prend. Il faut vraiment prendre des choses qui sont concentrées aux bonnes doses, avec une stabilité dans le temps en fait de ces produits. Et une qualité qui n'est pas de contaminants aussi dans ces compléments de phytothérapie. C'est pas hyper bien encadré au niveau réglementaire, donc c'est pour ça que je me permets vraiment de mettre l'accent là-dessus parce que c'est très important. Surtout qu'on cherche à jouer sur le volet hormonal, donc voilà, faut pas y aller avec son chapeau d'apprenti sorcier. Tout à fait. Je vais reprendre les mots de Virginie. Pardon. Merci pour tes précieux conseils, Géraldine. C'était super. On a appris plein de choses et on a été, malgré le temps qui nous est imparti, qui a filé vite, on a pu approfondir plein de connaissances sur l'alimentation. Donc, je te remercie chaleureusement. Et puis, bah, je vous invite à nous rejoindre si vous ne nous suivez pas déjà sur les réseaux ou à rejoindre le Ménopause Club. Et puis, on reviendra à la rentrée avec des nouvelles rencontres thématiques. Et puis voilà, on a hâte d'avoir vos retours. N'hésitez pas à nous partager vos commentaires et votre évaluation quand on vous transmettra le replay. Voilà, et ben, je vous remercie. Très bonne soirée à toutes et à tous. Et merci encore, Géraldine, pour ton Merci intervention beaucoup, et ta Manon. participation. À bientôt. Merci. Au revoir.